Bienvenue à la webconférence Le sourcing au service de mon territoire. Merci à tous d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Alors moi, je m'appelle Benoît Larieux, je suis chef de projet marketing chez Silex et je suis en présence de Quentin Fournella, qui est cofondateur de Silex et qui va justement animer la présentation aujourd'hui. Bonjour. Donc avant de lui laisser la parole, je voulais juste vous donner quelques informations sur la webconférence. Donc la première partie de la présentation va durer une trentaine de minutes. L'idée, c'est justement de revenir sur la notion de sourcing en achat public, en appréhendant le sujet d'une manière assez large et assez pédagogique. On a ensuite prévu justement un tour spécifique pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas, vous le voyez sûrement à droite de votre écran, vous avez un espace qui vous permet justement de poser des questions ou de réagir sur certains points. Donc par contre d'organisation, je vous propose de poser vos questions au fil de l'eau, puis on reviendra dessus justement à la fin de la présentation pendant ce temps spécifique. Donc dernière chose, bien sûr, suite à la présentation, on enverra à tous les participants un mail avec le support. Et pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, on organise une autre webconférence le jeudi 14 mars à 13h30 qui se focalisera plus sur les solutions de sourcing et les technologies qu'on met à disposition des acheteurs publics, notamment au travers d'une démonstration approfondie de la plateforme par la chef de produit Silex, Stéphanie Gauthier, qui est particulièrement proche de nos clients publics. Donc, à nouveau, merci à tous de votre participation. Je suis là pendant toute la présentation pour répondre à votre question. Je vais laisser la parole à Quentin. Bonjour à tous. Merci Benoît pour cette introduction. C'est un plaisir d'animer aujourd'hui ce webinaire dédié aux collectivités. Alors depuis maintenant quelques mois, maintenant on va presque parler, on va pouvoir parler en années maintenant. On a lancé un certain nombre de projets avec des collectivités, des acteurs des territoires, et c'était intéressant de profiter de ce webinaire pour vous partager déjà tout un tas de pratiques qui ont pu être, de méthodes qui ont été mises en place partout et en matière de sourcing. C'est aussi une manière d'aborder le sujet du sourcing différemment, peut-être plus concrètement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire d'abord un premier tour d'horizon de ce que de ce qui est le sourcing. On va démarrer d'une vision très générale, et puis ensuite on viendra sur des éléments plus concrets. Alors peut-être avant de démarrer, donc moi je m'appelle Quentin Fournella, je suis le cofondateur de Silex, et donc je travaille particulièrement près de nos clients en secteur public. Donc aujourd'hui chez Silex, alors là on voit sur la slide 25 personnes. Alors maintenant on est même un petit peu plus nombreux que ça, toujours répartis entre deux sites, l'un à Paris et l'autre à Nice, Sophia Antipolis, où on a nos équipes d'ingénieurs, nos chercheurs, et puis des relations très fortes avec un laboratoire qui s'appelle I3S, qui est un laboratoire CNRS NRIA, et qui nous permet, juste, vous allez le comprendre après, mais de développer des technologies de pointe en matière d'intelligence artificielle et plus précisément de traitement automatique du langage. Donc, qui vous allez le comprendre, permet d'automatiser un certain nombre de procédures chronophages en phase de sourcing, et donc d'amener un surcroît de performance considérable en sourcing. Voilà pour cette présentation générale. Et donc oui, en effet, aujourd'hui, on s'adresse au territoire, mais plus généralement, Silex a également un certain nombre de grands clients sur le secteur privé, plutôt des grosses structures, parce que contrairement aux acteurs publics, quand on est un acteur public, on a très vite une direction des achats organisée, ou une direction de la commande publique qui prend aussi en charge ces sujets. Quand on est sur le secteur privé, il faut une certaine taille d'entreprise pour avoir une direction achat, et c'est dans ces contextes-là que nous on s'est
on sait travailler. Donc plutôt des grandes entreprises. Donc voilà, on voit Air France, EDF, mais c'est aussi les groupes Monoprix, Total par exemple, ou encore Covéa, Malakoff Médéric pour les assurances. Ouais, voilà, tout un tas de clients, sorte d'une diversité aussi importante de clients sur le secteur privé, et puis de la même manière sur le secteur public, au-delà des collectivités, au-delà des territoires. C'est aussi des entreprises publiques, des ministères, la direction des achats de l'État, bref, tout un tas de profils d'utilisateurs complètement différents. Et puis, chacun a ses propres pratiques de sourcing. Donc là, on va plutôt s'attacher à détailler celles qui sont les vôtres. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On a eu un peu trop de slides, vous m'excusez. Voilà un petit peu comment ça va se parler. Alors d'abord, on va répondre à cette question. Est-ce que le sourcing est un risque ou une opportunité? Je pense que si on est là, vous savez déjà une partie de la réponse. Vous connaissez déjà une partie de la réponse. Ensuite, on va regarder un véritable cahier des charges d'un outil sourcing. Donc fonctionnellement, de quoi on parle. Donc pour prendre concrètement une solution de sourcing, très bien, mais voilà, j'ai compris ce que c'était le sourcing, et après c'est comment ça se retranscrit dans une solution. Donc on rentrera un peu plus en détail sur le sujet. Et puis ensuite le sourcing 3.0, et donc c'est là où on va chercher à appliquer tout ça à votre contexte pour vous permettre de bien comprendre comment le sourcing peut être bénéfique pour votre territoire. Ensuite, on gardera un petit quart d'heure pour répondre à vos questions en fin de webinaire. Alors pour démarrer, peut-être le sourcing, et on se plaît à rappeler une définition, alors qui est générale, mais qui malgré tout est toujours applicable. Donc le sourcing, c'est la recherche et la rencontre de fournisseurs potentiels qui sont susceptibles de répondre à de futures consultations, donc à des besoins d'achat. Concrètement, ça va permettre, c'est quoi le sourcing? C'est d'une part la collecte d'informations nécessaires sur les fournisseurs, mais aussi sur ce besoin justement, l'évaluation de l'état de la concurrence, et puis c'est surtout ce troisième point qui va nous intéresser. C'est une définition assez générale, mais qui s'applique très très bien, qu'on matérialise très bien. C'est l'aide à la définition et la mise en adéquation du besoin, autant d'un point de vue technique que budgétaire, avec les offres disponibles sur le marché. Donc c'est s'assurer que le besoin tel qu'il est exprimé, il est bien en adéquation avec ce que le marché fournisseur est prêt à offrir. Et c'est quand il y a des décalages comme ça que vous pouvez subir, par exemple, des marchés qui sont infructueux. Donc j'ai travaillé à l'élaboration d'un marché, et puis il s'avère qu'en fait les fournisseurs vont pas être capables de se positionner, ou alors je vais pas maximiser l'attractivité ici que je vais avoir, parce que je vais peut-être avoir moins de réponses que ce que j'avais initialement prévu. D'où l'importance en effet de ce troisième point et de cette mise en adéquation technique et budgétaire entre l'offre, le besoin d'une part du prescripteur, et puis l'offre du marché. Voilà. Et puis juste en dessous, on voit un petit schéma qui présente bien en effet donc le besoin, et on voit qu'on a trois populations qui vont interagir autour de ce besoin, les acheteurs, les fournisseurs et les clients internes. Et c'est bien de réussir à jouer et à travailler de concert entre ces trois populations qu'on va formuler le bon besoin. Donc on voit que le sourcing, donc ce que je viens de détailler, de décrire, ça se situe bien en amont dans le processus d'achat de la commande publique. Ça se situe bien en amont de la dématérialisation des procédures de marché. Donc c'est ça aussi qui va, comme pour les acteurs privés ici, vous offrir une certaine liberté, justement parce qu'on se situe bien en amont, donc bien en amont dans la réalisation, mais aussi voilà dans le temps. C'est vraiment, il y a une notion de timing. On peut avoir 6 mois, voire presque 1 an d'écart entre un projet de sourcing et puis la procédure de marché qui va suivre. Donc c'est vraiment en agissant justement en amont, en pouvant anticiper, en se donnant les moyens d'anticiper, qu'on assure des gains d'efficacité et des gains d'achat qui sont considérables. Alors dans un contexte de commande publique, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. Je pense que ce qu'il faut retenir là ici, vous avez à l'écran
un certain nombre de rapports, hein, donc de la Cour des comptes, du Sénat, qui incitent à mettre en place les pratiques de sourcing ou de sourçage. Et donc, en effet, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, le cadre est favorable. Et nous, en effet, ce qu'on voit, c'est depuis 2 ans une vraie dynamique avec une volonté d'outiller la procédure, de bénéficier, enfin, quelque part, de tout de suite raccrocher à cette opportunité, parce qu'en effet, derrière, il y a des vrais gains de performance qui sont reconnus. Et c'est en effet ce que nous indiquent ces différents rapports. Donc, le support dans la foulée de ce webinaire vous sera envoyé. Si vous voulez accéder aux liens, on voit un certain nombre de liens à l'image, ils resteront cliquables, donc vous pourrez directement accéder à ces différents éléments. Plus spécifiquement, qu'est-ce que ça va apporter? Donc, en effet, c'est une pratique nouvelle. On l'a détaillé, du moins une pratique outillée qui est récente. Donc, il pouvait y avoir du sourcing qui était pratiqué, mais je pense que le fait de l'outiller, c'est ça qui est réellement nouveau. Qu'est-ce que ça va permettre de faire? En effet, ce qu'il faut voir, c'est que la nécessité en fait, la possibilité d'outiller, c'est aussi quelque part la possibilité de sécuriser la réalisation de cette phase de sourcing qui nécessite toutefois, et c'est un point de vigilance, d'être correctement documenté. Donc, en effet, c'est pas parce qu'on est bien en amont, comme je le disais tout à l'heure, de la procédure de marché qu'on a le droit de pratiquer le sourcing de n'importe quelle manière. En effet, c'est important pour éviter tout risque juridique de bien documenter les échanges, par exemple, qu'on peut avoir avec les entreprises, mais surtout et aussi d'appliquer les bonnes procédures et donc de garantir quelque part la transparence dans la réalisation de ces procédures. Et puis, et c'est un enjeu qui est très souvent remonté, en particulier par les premières collectivités, les collectivités qui ont mis en place avec nous une démarche de sourcing, c'est d'utiliser le sourcing comme un vrai levier de transformation de la fonction achat, de la direction achat. Si on revient au petit schéma qu'on voyait tout à l'heure avec ce fameux concert avec ces trois types de populations, les acheteurs, les fournisseurs, les clients internes, eh ben on voit que mettre en place du sourcing, ça va influer sur ces trois populations. Et donc, mettre en place du dialogue, professionnaliser l'achat en formant les prescripteurs, en formant les clients internes, en leur amenant des méthodes, des outils pour être capable de réaliser correctement, c'est un vrai moyen et un excellent moyen de faire passer le message de la professionnalisation progressive de sa direction achat, donc que ce soit sur un territoire ou peu importe d'ailleurs la structure. C'est vrai que c'est particulièrement intéressant de voir comment le sourcing peut être utilisé, étant, comme je le disais tout à l'heure, comme on le disait tout à l'heure, bien en amont, comment ça peut être utilisé comme un levier de transformation. Alors, pour y répondre, véritablement, voilà, je pense que c'est pas d'ailleurs pas à nous de le dire, mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant, on peut très clairement y aller, démarrer, mettre en place le sourcing. Il y a plus de risques, et par contre, en effet, il y a des vrais enjeux à être capable d'échanger en amont de l'achat, d'échanger de manière plus fluide avec les fournisseurs et d'ajuster, comme on le voyait tout à l'heure, d'ajuster, de modifier, de faire évoluer les besoins pour s'assurer qu'il y ait toujours les bons fournisseurs capables de répondre à ces besoins. Donc le livre blanc qui est cité ici, et qui est un livre blanc Weka et Edenred, est très intéressant, et c'est un dossier complet pour appréhender la pratique du sourcing. Donc au-delà de l'outil, il faut bien dissocier. Il y a du sourcing qui se met en place, voire qui a toujours été en place et qui évolue chez vous. Et puis ensuite, il y a la possibilité de l'outiller. Mais dans tous les cas, nous, pour outiller, il faut de toute façon mettre en place. Donc
on vous incite au maximum à essayer de vous documenter pour bien appréhender les enjeux du sourcing et qu'est-ce qui peut être possible de faire avec ces nouvelles, avec la mise en place de nouvelles pratiques de sourcing. Alors maintenant, on va parler plus concrètement d'attente en termes de solutions. Donc justement, c'est le lien que j'évoquais. Au-delà de mettre la pratique en place, de sourcing en place dans son organisation achat. Ensuite, on peut faire le choix de l'outiller pour gagner en performance et aussi parce que en effet, c'est vrai que le sourcing, c'est quand on parle de marché fournisseur, c'est très vaste. Donc, ça nécessite un certain nombre de compétences et dans tous les cas, non outillé, ça reste particulièrement chronophage à réaliser. C'est d'ailleurs ce que vous allez comprendre avec l'intérêt de l'outil. Alors peut-être avant de rentrer dans l'outil, si on revient à ce qu'on disait juste avant sur le sourcing. Alors concrètement, le sourcing, alors c'est quoi j'ai bien compris l'idée générale, mais concrètement, c'est quoi c'est être capable de challenger les besoins des prescripteurs. Donc on parle aussi de collecter les informations, étudier les marchés fournisseurs. Donc ce que je disais juste avant, c'est un travail qui est particulièrement chronophage. On ne peut pas être expert de tous les marchés. Et il faut pouvoir accéder à potentiellement des données qui sont très différentes. Donc nécessiter en effet d'accéder à ces informations, à ces données, l'identification des entreprises et des solutions existantes. Donc en effet, c'est pas que aller identifier des nouvelles entreprises. Je peux avoir des informations déjà dans mes référentiels. Je peux déjà avoir des contrats existants. Les solutions peuvent être de divers types. Par exemple, on peut avoir des solutions standards à l'UGAP où quand on est ça ne concerne pas directement, mais quand on est acteur sur le secteur hospitalier, on peut utiliser des centrales d'achat comme le RESA, par exemple, ou d'autres. Donc, j'ai besoin de pouvoir accéder peut-être à ces différentes solutions existantes. C'est également dialoguer avec les entreprises. Donc, en effet, j'ai identifié des entreprises, j'ai identifié des fournisseurs potentiels. Il faut pouvoir dialoguer avec elles sur leur capacité, sur notre vision des achats, sur le plan d'action, sur le besoin qui a été exprimé. Donc, ce dialogue doit être conservé. Et puis, c'est aussi préparer la négociation. Donc, c'est avoir un certain nombre d'éléments pour être confortable ensuite en négociation. Donc, ça nécessite en effet, et c'est là pour bien là pour ça le sourcing, c'est de vous mettre dans la situation la plus favorable ensuite en phase de négociation. Donc, cette préparation préalable à la négociation. Et puis accroître la mise en concurrence, la concurrence dans les panels. Donc en effet, essentiel. Parfois, on peut se dire, voilà, j'ai pour ce type de besoin, j'ai toujours un certain nombre d'entreprises qui me répondent, qui sont là et qui savent peut-être que amener de la nouveauté dans ces panels, dynamiser ces panels, c'est également quelque chose de particulièrement sain. Donc continuer en permanence d'avoir des fournisseurs qui sont engagés et qui régulièrement viennent se positionner sur vos marchés, mais s'assurer que même ces derniers sont en permanence challengés eux-mêmes. On va parler maintenant l'exploitation, la collecte et l'exploitation des données issues du sourcing. Donc, en effet, en phase de sourcing, on le voyait juste avant, mais il y a une nécessité de récupérer un grand nombre d'informations. Et cette phase de collecte et d'exploitation d'informations, elle peut être, et elle est bien souvent particulièrement chronophage. Donc, on parle de quel type d'informations déjà? Donc, peut-être le plus important, les informations qui sont liées aux fournisseurs. Donc, tout un tas d'informations descriptives ou d'informations structurées sur ces fournisseurs. Donc, on va par exemple parler de niveau de chiffre d'affaires pour éventuellement calculer des ratios de dépendance. Enfin, il peut y avoir tout un tas d'éléments, de données qui rentrent en compte. Et puis c'est avant tout en effet de l'information descriptive, de l'information type contact pour être capable d'échanger avec cette entreprise. Mais c'est aussi les marchés historiques. Qu'est-ce que j'ai fait historiquement? Qu'est-ce qui a été réalisé sur tel type de besoin d'achat? Donc récupérer toutes ces données est particulièrement chronophage. Ensuite, il faut pouvoir les exploiter.
pour mieux acheter. Donc c'est vraiment un deuxième temps, d'abord collecter la donnée, puis ensuite exploiter cette donnée, ce qui permet par exemple, et donc là on rentre dans votre quotidien, c'est la correcte application et le suivi des politiques d'achat. Donc en effet, quelle est ma politique et ma performance en matière d'achat local, quelle est ma performance en matière de RSE, d'optimisation. Bref, tout un tas de sujets qui nécessitent d'être suivis, correctement suivis et pilotés, et donc d'accéder à la bonne donnée. Il faut savoir que par exemple le RSE, c'est un critère qui est maintenant disponible en open data. Donc on a une donnée à jour qui nous indique si cette société est issue ou répond à un certain nombre de critères RSE. De la même manière, la donnée de localisation des entreprises, avant même de peut-être chercher à discriminer un certain nombre de fournisseurs pour pouvoir en favoriser un local, la problématique est d'accéder à cette information. Où est-ce qu'ils sont situés, où est-ce que sont leurs équipes? Et c'est tout un tas d'informations qui sont disponibles également en open data. Et donc ensuite, de pouvoir suivre ces éléments, ça devient quelque chose d'essentiel pour pouvoir suivre l'application de ces politiques d'achat. On peut également accéder et récupérer les analyses et les observations. Donc, toutes les données historiques que vous avez déjà sur ces fournisseurs. Et puis, ce qu'on voit également de plus en plus sur des territoires, c'est des observatoires de la commande publique qui se créent et qui viennent sur ces sujets de sourcing, justement, regarder et suivre les données, ces données disponibles. Et puis ensuite, le sujet de la promotion du travail qui est réalisé auprès des acteurs du territoire, donc les collectivités, les entreprises, les fédérations professionnelles, les associations ou encore l'enseignement. Qu'est-ce qui est réalisé? Je pense par exemple à des projets, donc on voyait juste avant l'exploitation, donc on a bien 3 phases, la collecte, l'exploitation et puis ensuite la promotion du travail qui est réalisé. Donc, je viens collecter de la donnée sur les fournisseurs, sur mon historique, sur mes stratégies. Ensuite, j'exploite cette donnée en la pilotant et en s'assurant qu'en effet mes politiques d'achat sont correctement appliquées. Donc, on voit local RSE, on aurait pu parler d'innovation aussi. C'est un sujet régulier. Et puis ensuite, faire la promotion de ce travail. Donc, par exemple, de dire, voilà, au-delà de pouvoir dire combien de fournisseurs qui répondent à tel critère RSE avec lesquels je travaille, c'est combien j'en ai sollicité. Est-ce qu'ils ont bien été intégrés à mes marchés? Est-ce qu'ils ont bien été alertés pour pouvoir venir eux-mêmes se positionner? Et ainsi, je vais favoriser l'attractivité de mon territoire en phase de sourcing. Donc ça, c'est vraiment bien important de le comprendre parce que c'est autour de cette logique-là on va retrouver les principaux et les projets autour du sourcing qui sont les plus intéressants. Donc vraiment, la collecte d'informations, l'exploitation et le pilotage de ces informations et ensuite leur promotion, leur diffusion auprès d'un certain nombre d'acteurs qui pourraient trouver une utilité dans l'utilisation dans la promotion de ces informations. Ensuite, on parle d'un point de vue pilotage. On va rentrer, on va continuer de rentrer davantage dans le détail. Donc, je l'ai déjà bien détaillé, mais en effet, contrôler l'impact des politiques achats de bout en bout. Donc, pour en revenir à l'exemple que je citais tout à l'heure, on peut favoriser sur son territoire le développement d'une filière, par exemple une filière biologique ou une filière RSE, autant on va créer ces nouvelles entreprises qui sont capables de m'amener des produits responsables, qui sont capables de m'amener une alimentation plus responsable. Donc on sait créer, vous savez, créer ces nouvelles filières de compétitivité, mais ensuite, encore faut-il pouvoir suivre derrière dans quelle mesure elles sont bien sollicitées en phase de sourcing. Et donc, je les sollicite bien en phase de sourcing, ce qui me permet de comprendre
mes réponses ensuite dans ma phase de publicité. Donc, pourquoi elles sont pas venues me répondre? Est-ce qu'elles ont bien été sollicitées en amont? Est-ce qu'elles avaient bien compris le besoin? Est-ce qu'elles m'avaient aidé à formuler correctement le besoin pour que moi, nouveau fournisseur, nouvel entrant sur le marché, avec un certain nombre de critères responsables, je puisse ensuite me positionner lors de la mise en concurrence. Donc voilà, un exemple de ce contrôle de bout en bout des politiques d'achat. Puis ensuite, bien évidemment, donc pouvoir les piloter et ajuster d'une année sur l'autre. Donc, on va changer d'exemple. Si je prends le cas de l'innovation, je promeus l'innovation sur mon territoire. Je promeus la Smart City et l'arrivée de technologies, par exemple dans la signalétique, l'arrivée de nouvelles technologies sur les routes. Je vais pouvoir m'assurer très très tôt, bien en amont de ce qui était fait avant, que j'ai tout un tas d'entreprises innovantes sur des critères objectifs. Encore une fois, l'innovation, il y a des sources de données comme INPI par exemple, qui permettent de récupérer des données objectives sur les innovations qui sont portées par les entreprises. Je vais pouvoir ajuster d'une année sur l'autre et donc favoriser en phase de sourcing la consultation d'entreprises innovantes et le piloter d'une année et l'ajuster d'une année sur l'autre. C'est un exemple comme un autre. Encore une fois, j'aurais pu prendre quelque chose de totalement différent, mais cet ajustement, de la même manière, ça peut être en fonction de mes segments d'achat. Je vais pas avoir forcément les mêmes politiques de sourcing. On va pas sourcer de la même manière du mobilier de bureau par rapport à un projet de travaux d'envergure. Ça va pas du tout être les mêmes enjeux, et donc on va peut-être demander davantage de documentation sur le second sujet que le premier. Et bien de la même manière, ensuite je vais pouvoir regarder et me poser des questions d'une année sur l'autre entre les différentes équipes. Comment je peux essayer de trouver une certaine logique, une certaine cohérence pour faire en sorte que chacune de ces équipes applique les bonnes stratégies et documente convenablement son sourcing. Et donc tout ça dans l'optique bien évidemment d'une meilleure maîtrise des dépenses et d'une réduction générale du coût des achats. Il y a deux coûts. Nous on travaille, ça me permet de le dire ici, il y a deux sujets de ROI qui vont être les vôtres. D'une part, le sujet de la réduction directement sur la dépense. Donc, qu'est-ce que me permet, je disais tout à l'heure, on arrive mieux préparé en phase de négociation. Très bien. Comment je peux évaluer ce ROI? Donc ça, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, des travaux qui sont disponibles sur le web. Vous pouvez par exemple regarder les rapports produits par les Hauts-de-France qui sont publics et qui font état de ROI conséquents en matière d'économie. Donc ça, c'est pour le coup indépendant de l'outil. C'est la pratique de sourcing qui permet de générer de tels ROI. Et puis ensuite, il y a le gain de temps économisé entre le faire manuellement et le faire avec un outil. Et là, en effet, il y a un ROI supplémentaire à activer. Donc, in fine, c'est bien la réduction du coût global de l'achat qui est en jeu. En termes de prix, et nous, on a fait un choix de transparence important, du moins structurant, sur ce sujet. Pourquoi et je pense que en effet, ce qu'il faut retenir, chez Silex, c'est un modèle qui est totalement transparent, avec des grilles de prix qui sont transparentes, et disponibles d'ailleurs à l'UGAP. On a fait un choix en tous les cas de faire reposer ce service sur vos épaules, sur les épaules des directions achats. Pourquoi? Parce que justement, notre vision, c'est que la technologie peut répondre à ce besoin de transparence. On ne voulait pas biaiser le modèle proposé par la nécessité de le répercuter sur le fournisseur. Donc chez nous, l'utilisation du service pour les fournisseurs, c'est totalement gratuit. Tous les fournisseurs sont donc égaux face à Silex, et quand ils échangent avec vous, les traitements sont totalement impartials.
ce qui nous apporte justement, c'est d'amener nous la meilleure réponse d'un point de vue technologique et en toute transparence aux besoins d'achat que vous avez exprimés. Et donc pour ça, on a fait un choix fort qui est de mettre à disposition des abonnements auprès des directions achats, et de la même manière, on a poussé l'exercice à rendre ces prix transparents, souples, pour faire en sorte que ça puisse être une réalité pour vous. Donc, qu'est-ce qui nous a permis de construire ces prix? Donc, c'est la nécessité d'équité, donc je le disais, des fournisseurs, de traitement équitable, impartial entre les fournisseurs. On avait également besoin de mettre à disposition des solutions souples et évolutives. On le voit de plus en plus, il y a des échanges entre nos différents utilisateurs et même entre différents comptes, donc entre différents acteurs du territoire, on va avoir des projets communs qui sont mêlés. Donc on peut, parce qu'en effet, vous sollicitez sur un territoire donné, vous allez solliciter peut-être un certain nombre de fournisseurs en commun avec le département, avec la région, avec la communauté d'agglomération. Et donc on peut partager un certain nombre d'informations entre les utilisateurs. C'est des angles, c'est très intéressant, mais ça nécessite cette souplesse qui chez nous est apportée par la solution SaaS. On y reviendra juste après. Et puis ensuite, voilà, la nécessité également se connecter vers l'extérieur, c'était nécessaire, mais se connecter et donc en effet d'avoir des solutions qui sont connectées vers l'extérieur, mais aussi vers les SI existants pour pouvoir récupérer tout un tas d'informations disponibles chez vous à valeur ajoutée et que vous avez besoin d'utiliser en phase de sourcing. Donc voilà, j'espère que ça rend la lecture plus claire sur ces éléments de prix. Et peut-être pour parfaire, il faut savoir qu'à peu près chez Silex, pour premier utilisateur, c'est à peu près 1 000 € par an par utilisateur. À ce coût d'abonnement, il faut rajouter un coût de mise en place, d'initialisation et de mise en place, et donc une partie paramétrage qui se fait à distance et qui est très souple également, hein, c'est des coûts tout à fait limités, et puis une partie également liée à la formation des utilisateurs. C'est très important chez nous, et vous le comprendrez, cette grande souplesse, elle a un double intérêt. Vous pouvez très facilement utiliser nos solutions, mais vous pouvez également les abandonner très vite si elles sont pas utilisées. Donc on a un vrai indicateur commun de réussite, c'est le taux d'utilisation, faire en sorte que nos versions soient réellement utilisées, que nos utilisateurs se les approprient réellement. C'est le meilleur moyen pour nous de continuer à travailler avec vous dans le temps. Pour résumer, donc en termes de solutions, des processus de sourcing qui sont paramétrables. Je le disais tout à l'heure, entre les différentes équipes, on va différencier les pratiques de sourcing. Donc, il faut que ce soit l'outil qui s'adapte à votre organisation et pas l'inverse. On va venir encadrer. Silex, c'est un petit peu comme une béquille. C'est là on agit en support, on est là pour aider l'utilisateur. Et donc, très important, en effet, même si ça permet de structurer la manière, c'est sûr que ça donne une certaine méthode à la pratique du sourcing. Eh bien, c'est quand même des solutions qui sont très souples et qui se paramètrent avec un paramétrage qui se différencie en fonction des organisations. L'exhaustivité, l'impartialité des traitements, on en a parlé. Le suivi et la traçabilité des dossiers et des échanges. Donc ça, en effet, c'est très important. C'est un des éléments qui fait que c'est vrai que c'est pas évident de mettre en place du sourcing sans outils, ou du moins rapidement, une fois que la pratique de sourcing a été mise en place, émerge ce besoin de documentation. En effet, on doit partager, tracer et pouvoir partager ces informations, les rendre disponibles à tous les collaborateurs. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Une ergonomie simple, accessible à tous, je disais tout à l'heure, mais en effet, la nécessité pour les utilisateurs de très vite pouvoir prendre en main, ça doit rester accessible comme outil. Ce qu'il faut voir, c'est encore une fois, le sourcing, vous le pratiquez déjà, donc c'est vraiment, ça vient assister l'utilisateur dans la réalisation de cette phase, donc ça doit vraiment être perçu comme tel. Je vais aller sur Silex, je vais me dépêcher d'aller sur Silex parce que ça va me faire gagner du temps, parce que c'est plus agréable. Et donc, c'est ça, cette nécessité de travailler l'ergonomie des solutions pour faire en sorte que ça devienne un réflexe pour l'utilisateur.
D'un point de vue tarification, on en a parlé, mais en effet, la nécessité d'avoir une tarification souple qui respecte les traitements et l'égalité de traitement des fournisseurs. Donc, j'ai insisté en effet pour le dire, mais c'est très important. Je pense que si le service Silex faisait porter une partie de la charge sur les fournisseurs, ce serait totalement différent. On ne pourrait pas du tout apporter le même niveau de service. C'est très important pour nous qu'en effet cette charge soit bien pour les directions achats et non pas pour les fournisseurs. Ça permet d'assurer cette égalité dans les traitements. Et puis voilà. Ensuite, d'un point de vue déontologique et éthique, en effet, il y a des enjeux qui sont importants, mais en effet, c'est une pratique qui nécessite d'être bien encadrée pour pouvoir respecter la pratique d'éthique. Donc, en effet, chez nous, on a tout un tas de fonctionnalités qui s'assurent que, voilà, on a bien répondu aux fournisseurs dans les temps, qu'on va être alerté si jamais c'est pas le cas, pour pouvoir être réactif. Et donc, c'est un petit exemple, mais voilà. Tous ces éléments qui permettent d'assurer en effet une pratique éthique du sourcing. On va plonger dans des sujets encore plus concrets. Maintenant, on va parler alors de projets de sourcing 3.0. Alors rapidement, nous, on a quatre environnements technologiques qui font notre quotidien et sur lequel nos équipes à Sophia Antipolis travaille tous les jours. Donc, un enjeu de plateforme, on voyait tout à l'heure, c'est toujours ce petit schéma avec les trois parties, acheteur, fournisseur, client interne. Et ben, pour pouvoir interagir, c'est pas un portail, c'est une plateforme. Donc, chacun va pouvoir se connecter, mais va accéder à un environnement qui est différent, à des fonctionnalités qui sont différentes. Les fournisseurs, par exemple, n'ont pas besoin de sourcer, mais ils ont un environnement qui ressemble globalement à celui qui est celui d'une direction achat. Mais donc ils accèdent à la même plateforme, vous pouvez interagir directement, ça amène beaucoup de fluidité d'ailleurs dans les échanges, mais bien évidemment pas les mêmes solutions, pas les mêmes versions une fois qu'on est connecté. Ensuite, un sujet de data et même plutôt de big data. Alors au-delà du big data, en effet, c'est vrai qu'on gère des très gros volumes de données qu'on vous remet à disposition quand vous en avez besoin. On agrège un grand nombre de sources de données, on va le voir juste après. C'est des traitements big data qui nous permettent de traiter cette donnée. Traitement big data pour pouvoir accéder à cette donnée. Maintenant, pour pouvoir rendre intelligible cette donnée, c'est plutôt l'intelligence artificielle et un domaine qui est afférent à l'intelligence artificielle, qui est le traitement automatique du langage, couplé avec du machine learning. Donc, c'est l'auto-apprentissage par la machine. Et donc, pour pouvoir faire en sorte de capitaliser sur les traitements qui sont faits et puis très rapidement d'aller par exemple, matcher des besoins qui sont exprimés en langage naturel avec plusieurs millions d'entreprises capables d'y répondre, récupérer les bonnes informations, les structurer et constituer des panels restreints d'entreprises capables de répondre aux besoins formulés. Et puis, ergonomie, donc à Nice, chez nous, c'est deux ingénieurs qui sont dédiés. Et puis à Paris, c'est une équipe de 3 personnes au produit qui s'assure justement que cette ergonomie est optimale, que les interfaces sont simples, faciles à prendre en main, ludiques par les utilisateurs. Donc, c'est réellement quelque chose qui nous anime tous les jours, faire en sorte que cette ergonomie soit la plus accessible possible pour favoriser une prise en main rapide. D'un point de vue intelligence artificielle, c'est souvent parmi les 4 sujets celui qui appelle le plus de curiosité. Un exemple de traitement, donc ce que je mentionnais juste avant, donc en effet un besoin d'achat qui est exprimé en langage naturel. Donc par exemple, j'ai besoin d'une société de signalétique pour renouveler tous les panneaux sur telle zone. Avec telle contrainte. Donc ici, un niveau d'information déjà conséquent sur ce besoin. Chez nous, c'est plutôt un minimum d'information qu'il faut mettre ici plutôt qu'un maximum. Mais donc un besoin d'achat qui est déjà bien formulé, mais pas encore qualifié. C'est pas un marché qu'on vient copier ici, c'est vraiment un besoin d'achat. Donc, on est très très en amont et on va regarder les solutions qui sont disponibles. Donc nous, nos algorithmes viennent analyser ce besoin et les contraintes. Donc ça, c'est un traitement sémantique. Ça se rapproche un petit peu des technologies type robot conversationnel, les chatbots.
C'est donc la capacité à comprendre et contextualiser automatiquement ce besoin pour ensuite, c'est ce qu'on voit en orange sur le schéma, aller identifier, agréger des données et aller identifier sur cette agrégation de données les entreprises qui sont pertinentes. Et puis ensuite, on revient à un système simplement digitalisé où on peut dialoguer, où on peut immédiatement échanger avec des interlocuteurs chez les fournisseurs. Donc voilà un traitement IA comme ça très très simple, mais qui fait appel à des technologies les plus pointues en matière de traitement d'intelligence artificielle. Ici, par exemple, pour vous donner un exemple sur lequel on est en train de travailler très concrètement, c'est par exemple, on utilise un langage pivot qui est proche de l'anglais, et ensuite on peut, à partir d'une expression de besoin faite en français, on va passer en anglais, et ensuite on peut aller dans différentes langues, donc aujourd'hui dans 12 langues, on peut aller identifier des fournisseurs. Donc, encore faut-il avoir la donnée, mais quand on a la donnée disponible, vous voyez qu'on peut, à partir d'un besoin, et par exemple avec un utilisateur qui ne parlerait que français, on peut aller sourcer automatiquement toutes les entreprises qui sont capables de répondre à mon besoin, même sur des zones où on ne parle pas du tout le français, où l'information sur le fournisseur n'est pas disponible en français. Donc voilà, très intéressant en matière de gain de temps. Ici, pour vous donner un ordre d'idée, hein, on parle très souvent, on entend le gain de temps ici est inestimable. Et en effet, c'est une étape qui peut prendre énormément de temps. Pour nos clients les plus avancés, c'est par exemple ici les équipes achat innovation. Donc, j'ai en tête par exemple une société qui s'appelle EDF qui a rendu ses ROI publics. Hein, on passe de 3 semaines à 2 heures de traitement. Donc, c'est vrai que c'est là où ça devient compliqué de calculer des ROI. Vous vous rendez bien compte, quelque chose qui prenait 3 semaines avant à un opérateur lui prend plus que 2 heures. En 2 heures, il a les réponses, toutes les données sur les entreprises. Et il peut commencer à échanger avec les entreprises, avec le bon contact au sein de l'entreprise. Donc, un gain de temps qui est considérable et qui permet de faire des choses qui étaient soit pas faites, soit particulièrement chronophages avant. En termes de données, donc on y revient. Donc en effet, l'open data. Alors on a de la chance en France, on a un open data qui est très riche sur les versions qui sont les nôtres sur Silex, c'est celle qu'on met en standard. Donc l'open data français, principalement l'INSEE, le BODAC, Infogreffe, qui nous permet par exemple d'avoir des informations sur les procédures collectives en cours chez les fournisseurs, mais aussi l'INPI, l'INPI, BPI France, bref, des informations sur plusieurs millions d'entreprises. Plutôt, on voit 10 millions d'entreprises en France, plutôt 1 million d'entreprises sourçables. Et sur la base de ces plusieurs millions d'entreprises, et bien ensuite on vient agréger d'autres données disponibles, par exemple de la donnée disponible sur le web, de la donnée que les fournisseurs viennent déclarer eux-mêmes une fois qu'ils ont activé leur compte, mais également de la donnée que vous avez en interne. Donc par exemple si vous avez des contrats, des analyses, des rapports, des commentaires ou des évaluations, vous pouvez les ajouter sur ces entreprises, qui vient nourrir l'historique, votre historique de connaissances fournisseurs. De la même manière, il y a également des fournisseurs de données privés. Vous êtes peut-être utilisateur vous-même d'outils type e-attestation, Provigis ou autres sur la donnée de conformité fournisseur, mais également Altares, CreditSafe sur les informations financières. C'est des données qu'on peut rapatrier et qui peuvent être pertinentes en phase de sourcing, en particulier la conformité fournisseur. Avoir accès à cette information dès la phase de sourcing, ça permet également de réduire les risques. Ensuite, on va rapidement passer sur ces nouvelles méthodes, mais en effet, ce que je disais tout à l'heure, l'outiller tout ce processus de sourcing digitalisé, de l'expression de besoins jusqu'à l'identification des solutions disponibles. On voit que dans l'identification des solutions disponibles, on parle autant de solutions internes que de solutions externes standardisées. Je mentionnais l'UGAP par exemple, que la capacité à procéder à des analyses marché. Donc, c'est se retourner vers le marché fournisseur. Je n'ai pas de solution existante. Je veux identifier un nouveau fournisseur. Je me retourne vers le marché. De la même manière, c'est important de structurer la manière dont on va se retourner vers le marché. C'est donc une fonctionnalité qui est disponible sur nos solutions. D'un point de vue plus spécifique au territoire, puis c'est bien parce que ça ouvrira la suite de notre échange. C'est plusieurs angles de travail. Donc en effet, je citais tout à l'heure, je parlais de rapprocher quand je citais l'exemple de travailler sur certaines filières.
c'est vraiment ça, rapprocher l'offre et la demande. Donc, plus en amont, on va remonter dans la chaîne de valeur de la demande. On va se situer, vous allez vous situer davantage en amont. Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Ça va vous permettre de vous rapprocher de l'offre, de vous rapprocher de ces filières et donc de challenger le besoin, la demande, de la faire évoluer pour qu'elle puisse correspondre, comme les offres évoluent, qu'elle puisse correspondre aux nouvelles offres. La numérisation des entreprises, des territoires, ça c'est un angle de travail qui est très intéressant, qui est l'angle d'un certain nombre, d'un grand nombre de territoires. Donc en effet, quand on source, on interroge les entreprises, en particulier les entreprises de son territoire, qui vont d'ailleurs peut-être être plus réactives dans leurs réponses que des entreprises qui seraient situées plus loin. Donc, on peut voir un intérêt très vite à numériser les entreprises pour que vous puissiez, vous pourriez voir un intérêt à les numériser pour que vous puissiez plus facilement entrer en contact avec ces entreprises, mais aussi pour qu'un certain nombre d'autres territoires puissent eux-mêmes les solliciter. Donc, c'est des enjeux importants. C'est par exemple l'un de nos projets avec la CCI, avec les CCI, où en effet, on cherche à former les fournisseurs à ces nouvelles pratiques de sourcing. Ce qu'il faut bien voir, hein, c'est que le sourcing, dans tous les cas, pour côté fournisseur, reste un choix. Il aura toujours le choix de vous répondre. Donc, il faut faire de la pédagogie, il faut leur expliquer. Et généralement, ils apprécient beaucoup la mise en place de ces nouvelles pratiques de sourcing, parce que qui dit pratique de sourcing dit transparence. Donc, en effet, pour eux, c'est peut-être plus de chances que demain, ils soient plus régulièrement sollicités par des acteurs publics. Donc, c'est un bon moyen pour eux de comprendre et d'accéder au marché public. Ces fournisseurs, eux aussi, ils doivent prendre quelques précautions. C'est pas toujours évident pour un fournisseur de comprendre ces nouvelles pratiques, et donc eux aussi, ils doivent prendre un certain nombre de précautions dans ces phases de sourcing. Et d'ailleurs, l'outil permet facilement aux fournisseurs de comprendre la limite peut-être plus facilement que quand on a des discussions individuelles. Il faut savoir que chez nous, le sourcing, c'est une pratique qui est transparente. Donc, quand on est fournisseur, la seule information qu'on a quand on accède à un projet de sourcing, c'est le nombre d'entreprises qui ont été sollicitées. Donc, tout de suite, j'ai cette indication, donc une indication de transparence, hein, mais qui est importante. Si je vois que il y a 500 entreprises qui ont été sollicitées sur un petit besoin, peut-être que je vais pas souhaiter y répondre. À l'inverse, s'il y a beaucoup moins d'entreprises, peut-être que je vais y répondre. En tous les cas, c'est toujours plus transparent qu'une relation qui se ferait entre directement un acheteur et un fournisseur. Et là, pour le coup, parfois pour les fournisseurs, en effet, il n'est pas toujours évident de bien voir la frontière. Et puis, on va conclure avant de passer aux questions. Je pense que c'est important de le dire. Donc, en effet, on a une attractivité pour des achats publics qui est en hausse en phase de sourcing. Et c'est vraiment je pense que ça fait vraiment suite aussi à ce que je dis. Plus la pratique se met en place et se développe, mieux elle est comprise et appréhendée par les fournisseurs. Donc, on voit des fournisseurs qui sont de plus en plus engagés, qui répondent de plus en plus, une attractivité en très forte hausse des acteurs publics. Et on a nos premiers acteurs publics qui, en termes d'attractivité, sont au coude à coude avec certains gros acteurs privés. Donc, véritablement, je pense que c'est un mythe déjà sur le manque parfois d'attractivité. Donc, on cherche à le valider dans les chiffres. Aujourd'hui, c'est plutôt le process qui fait que c'est un petit peu plus compliqué, mais on a une très bonne attractivité des acteurs publics. Et en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle doit être mesurée, cette attractivité. Donc, c'est quelque chose qu'on remet à disposition de tous nos utilisateurs et qui est en effet particulièrement suivi, donc à un niveau macro, mais aussi au niveau de son organisation achat, et puis aussi donc où est-ce que je me situe par rapport au marché moyen, puis ensuite équipe par équipe pour comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi je suis moins attractif sur certaines équipes que sur d'autres. Donc voilà, je pense qu'en effet, la grande diversité des sujets d'achat qui sont les vôtres, forcément engendre une certaine disparité dans l'attractivité dont vous pouvez faire preuve en phase de sourcing. Voilà.
Il nous reste quelques minutes. Très bien. Je propose qu'on… Oui, il nous reste quelques minutes. Alors, n'hésitez pas. En haut à droite de votre écran, vous avez le bouton questions. N'hésitez pas, c'est le moment si vous avez des questions à nous poser. Peut-être commencer par une question qui a été posée par Madame Slovinski. Alors, est-il judicieux d'associer les élus lors des phases de sourcing dans le travail avec les acheteurs et les services prescripteurs? C'est une excellente question. C'est une excellente question. Alors, aujourd'hui, chez nous, c'est vrai que c'est… Alors, je pourrais répondre par oui et par non. Sur l'outil, en termes de réponse, peut-être venant de Silex, c'est vrai que nous, on n'a pas de version proprement dit, on met pas de version d'accès à disposition des élus. Par contre, on met à disposition, donc ils ne peuvent pas utiliser la solution. Par contre, on met à disposition un certain nombre d'éléments de reporting qui peuvent être extraits et qui sont déjà mis en forme et qui ont vocation à être partagés et qui peuvent être partagés en effet aux élus pour expliquer qu'est-ce qui a été réalisé en matière de sourcing et puis voilà, en effet, toute la démarche de sourcing. Et donc là, en effet, c'était important d'avoir un certain nombre de rapports et que les élus à ce moment-là, ou du moins de la même manière pour les directions générales, reçoivent un rapport qui est quelque part toujours le même, qui puisse être lu de manière simple, accessible, immédiatement reconnaissable, pour comprendre quels sont les critères qu'on fait la décision. Dans les faits, en phase de sourcing, il faut être le plus objectif possible. Donc, c'est bien souvent des éléments objectifs qui sont documentés en phase de sourcing. Donc, ils sont également bien compris. Et ils peuvent être envoyés spécifiquement à un élu. De la même manière, à chaque fin de période, chaque fin de mois, par exemple, on peut envoyer un rapport sur l'activité, qu'est-ce qui a été réalisé, quels ont été, par exemple, les gros projets avec des focus spécifiques et tout un tas d'informations qu'il y a à faire. Voilà, toujours sous un format où c'est vrai que c'est très simple, parce que ça s'exporte directement, c'est pré-paramétré, puis ensuite ça s'exporte directement et j'ai juste à le communiquer. D'accord. Alors une deuxième question qui est assez intéressante, c'est vrai qu'on n'est peut-être pas resté assez sur ce point-là. Donc une question de Dagmara Amrisak. Bonjour, votre plateforme propose-t-elle de mettre en lien divers fournisseurs issus de différents domaines, numérique, santé, etc. Donc en effet, quel type de… Je pense que la question, c'est surtout sur les secteurs d'activité. Quel type de secteur d'activité on peut retrouver sur la plateforme? Ouais. Alors, en termes de secteur d'activité, nous, on a toutes les entreprises. On a toutes les entreprises françaises. Donc, on va même aller bien au-delà de celles que vous avez l'habitude de sourcer. Par exemple, ponctuellement, vous pourriez avoir besoin de sourcer une boulangerie. Donc, vraiment, il y a toutes les activités, toutes les entreprises existantes en France. En fait, dès qu'elles sont enregistrées à l'INSEE, donc généralement peu de temps après avoir été créées, elles rentrent dans nos systèmes et ensuite sont régulièrement mises à jour. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin dans cette question, on a une brique qui s'appelle référentiel fournisseur et donc qui permet d'accéder à un historique, par exemple, à tout un tas d'informations sur son environnement fournisseur. Et donc, à ce moment-là, il y a des fonctionnalités qui permettent de mettre en relation les fournisseurs et éventuellement les inciter à travailler de manière collaborative, autant avec vous qu'entre eux, sur plusieurs sujets. Par exemple, on peut même avoir en effet des réponses multiples de plusieurs fournisseurs à son projet de sourcing. D'accord. Très bien. Alors, on a plus de questions. Il nous reste quelques minutes. Si vous avez des questions, des réactions, etc., n'hésitez pas. Quentin, est-ce que tu as quelque chose à rajouter de ton côté? Ouais, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Ce qui peut être en effet intéressant, je pense que voilà, si c'est pas encore le cas, vous pouvez aussi creuser spécifiquement les sujets avec nos équipes projet. Je pense que c'est vraiment eux qui seront ensuite les plus à même pour vous éclairer sur qu'est-ce qui peut être fait sur votre territoire. Il y a beaucoup de projets différents, une grande diversité d'initiatives avec parfois, je le disais tout à l'heure, mais
plusieurs établissements publics qui, sur un territoire, vont travailler entre eux, vont initier le projet en même temps dans un souci d'efficacité. Il peut aussi y avoir des projets de plus grande envergure menés spécifiquement sur une organisation ou sur un périmètre fournisseur. Donc, je pense vraiment, en effet, le mieux est de prendre contact directement avec nos équipes projet qui sauront vous décrire en détail comment ça peut qu'est-ce qu'on pourrait vous proposer et comment ça peut se retraduire concrètement pour votre territoire.